Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la très grande Mercedes classe S en version 580e. C'est la version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Présentée en 2020 et sortie en 2021, la nouvelle génération de la Mercedes classe S, le vaisseau amiral de la marque allemande, est bien sûr disponible encore en version essence et en version diesel, mais également depuis plus récemment dans une version hybride rechargeable pour celles et ceux qui ne veulent pas s'encombrer des contraintes liées à la recharge d'une Mercedes EQS 100% électrique par exemple, entre Bruxelles et Genève. Alors cette voiture est fiscalement avantageuse puisque hybride rechargeable et puis elle est aussi plus polyvalente qu'une EQS avec un rayon d'action total de 800 km dans lequel se trouvent 110 km de promesses en 100% électrique selon la norme WLTP. Alors la promesse est-elle tenue? J'en ai pris le volant pendant une semaine. Je vous dis tout de cette voiture assez exceptionnelle, il faut bien le dire, dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. On reste en Allemagne la semaine prochaine, plus chez Mercedes mais chez les concurrents directs, BMW, avec l'essai d'une voiture surprenante en rupture totale avec les productions de la marque allemande, à savoir la BMW iX et pas mal de solutions innovantes qu'on aura l'occasion de détailler dans cet essai. Durant les semaines suivantes, d'autres essais électrisants et plus abordable, parce que là on est quand même dans une série un petit peu inabordable, avec celle-ci et celle de la semaine prochaine en tout cas. Donc d'autres essais plus abordables durant les semaines suivantes, je vous en parle tout à l'heure. Extérieurement, d'une génération à l'autre, eh bien, les évolutions sont minimes. Cette voiture, la Mercedes classe S, conserve le classicisme qui fait son succès. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de piment à l'extérieur, il y a toujours la finition AMG, mais franchement, elle se suffit à elle-même. Franchement, elle en impose naturellement et notamment par ses dimensions. Alors, sa longueur 5,18 m, sa largeur 2,11 m, rétroviseur compris, sa hauteur 1,50 m et son empattement 3,11 m. Qu'en reste-t-il une fois qu'on a retiré ce très long capot? Eh bien, on verra ça à l'intérieur tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez obtenir plus de place en optant pour le châssis long de 11 cm supplémentaires au profit de l'empattement qui passe de 3,11 m à 3,22 m. Et dans ce cas-là, la longueur totale passe à 5,29 m. C'est plutôt pas mal. Sous son long capot, cette Mercedes classe S en version hybride rechargeable renferme, vous le voyez, un très beau 6 cylindres 3 litres qui développe 367 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique à aimant permanent développant 150 chevaux et logé dans la boîte automatique 9 G-Tronic à 9 rapports. Puissance combinée 510 chevaux et un couple de 750 Nm, le tout envoyé au roue arrière. Cette classe S est donc une propulsion. Le 0 à 100 est abattu en 5,2 secondes. Comptez 3 dixièmes de moins pour la version 4MATIC à 4 roues motrices. Ça décoiffe, mais ça décoiffe avec classe. Pour alimenter son moteur électrique, cette Mercedes classe S hybride rechargeable peut compter sur une batterie haute tension de capacité généreuse, 28,6 kWh, batterie qui est logée sous le plancher du coffre, qui va donc amputer le volume de chargement. De combien? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Cette batterie haute tension doit pouvoir permettre à cette voiture de rouler en 100% électrique durant 110 km, on l'a dit. Alors ça, c'est en théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie? Eh bien, la réponse tout à l'heure et vous risquez d'être surpris. Notez que le mode 100% électrique est disponible jusqu'à 140 km/h. Inutile donc, imaginez rouler en 100% électrique à 200 à l'heure sur les autobahns allemandes. Pour alimenter le moteur électrique, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec sous la trappe un connecteur de type 2 tout d'abord pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons grâce au chargeur embarqué de 11 kW. C'est la norme actuellement, même si on aurait pu passer à 22, mais 11 c'est plutôt pas mal puisque ça va permettre de recharger complètement la batterie de cette voiture en 2h30 à peu près sur une borne dédiée. Alors c'est une hybride rechargeable, en général pas de recharge sur le courant continu, sauf qu'ici on a une batterie de taille généreuse et donc on a la possibilité de recharger cette batterie
batterie sur le courant continu, donc sur un superchargeur avec 60 kW de puissance acceptée et puis le connecteur combo CCS donc qui permet la recharge sur le courant continu. Dans ce cas-là, comptez à peu près 20 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. Concernant le carburant fossile, ça se passe de l'autre côté avec un réservoir d'une taille encore tout à fait correcte, 67 litres. Alors c'est 16 litres de moins que sur les versions non électrifiées, mais 67 litres, ça va vous permettre tout de même, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir un rayon d'action relativement confortable jusqu'à 800 km. Je vous le disais tout à l'heure, la batterie haute tension dans cette voiture, elle est logée non pas entre les 4 roues, mais bien sous le plancher du coffre, ce qui donc forcément réduit le volume de chargement. 350 petits litres, c'est ce à quoi vous aurez droit dans cette voiture de 5,18 m de long. C'est pas vraiment un record, c'est peut-être même un contre-record. C'est 200 litres de moins que sur les versions non électrifiées. Dire que la batterie haute tension prend de la place, batterie haute tension qui pèse 240 kg, est donc un doux euphémisme. Alors, si vous avez cette capacité de chargement réduite, sachez qu'elle peut être encore un petit peu amputée, notamment si vous prenez le frigo optionnel qui va prendre place entre les sièges arrière. Autrement dit, chargement ou champagne, il faut choisir. Ou si vous partez en vacances avec cette voiture, le confort sera total. Pour ce qui est des valises, il faudra voyager léger, à moins que bien sûr, si vous utilisez cette voiture, vous ne partiez pas en vacances en voiture parce que c'est trop vulgaire. Dans un instant, je vous fais découvrir le tableau de bord de cette voiture, mais d'abord, me voici installé à l'arrière. Et évidemment, dans cette voiture, être installé à l'arrière, c'est loin d'être une punition. Je suis installé à l'arrière du côté droit. C'est la place des grands dirigeants, des chefs d'entreprise. C'est la meilleure place dans cette voiture, équipée d'ailleurs du pack chauffeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette voiture à l'arrière? On va partir de haut en bas. En haut, on a une partie vitrée. Donc, la partie avant, en l'occurrence ici, le Vélum, il est fermé. La partie arrière, je peux décider de l'ouvrir ou de le fermer selon que j'ai envie ou pas d'avoir plus ou moins de lumière. Donc ça, c'est pour la partie supérieure. On a ensuite un éclairage lounge. Il y a pas mal de possibilités d'éclairage dans cette voiture. Éclairage lounge qui comprend des bandeaux LED ici au-dessus de la tête du passager arrière, à droite comme à gauche. Donc ça, c'est pour la partie supérieure. Il y a également des éclairages ici, avec possibilité de les commander. Et d'ailleurs, petite astuce, quand vous êtes à l'arrière avec votre place qui est illuminée parce que vous êtes en train de travailler ou de lire, si vous tendez le bras vers la place passager gauche, vous allez avoir cette place qui va s'allumer en fait. Donc ça détecte que vous avez mis le bras de ce côté-là et donc cette place va s'allumer pour que vous puissiez attraper vos clés ou autre chose qui se trouve sur le siège passager à gauche. Donc voilà, c'est assez sympa déjà jusque-là et on est encore qu'à ce niveau-ci. Alors si je descends encore, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir sur les portières tous les réglages disponibles. Réglages au niveau par exemple de ce qu'on va retrouver dans les portières, à savoir le Vélum, le pare-soleil électrique du côté droit et du côté gauche évidemment, en plus du pare-soleil qu'on va retrouver sur la vitre arrière. Donc je vais pouvoir commander les vitres aussi évidemment. Je vais pouvoir commander également les sièges de manière électrique, sièges qui sont chauffants, ventilés. Vous allez pouvoir avoir également le chauffage au niveau des accoudoirs. Donc les accoudoirs sont chauffants également. Et puis position également, deux positions de mémoire pour le siège, puisqu'ils sont à réglage électrique, pour le siège à l'arrière, les deux places principales à l'arrière. Alors, je l'ai dit, chauffant, ventilé. Accès ici aussi à une position plus détendue. Donc vous voyez, je suis assez droit là pour l'instant. Alors je peux décider avec le positionnement du siège ici, de prendre le dossier et de dire je voudrais que ce soit un petit peu plus vers l'arrière. Donc je me détends et puis je peux décider aussi que j'ai envie de vraiment être en business class, donc d'étendre mes jambes, ce que je ne peux pas faire là. Alors là, je ne suis pas derrière le siège avant réglé comme pour moi. Quand je suis derrière le siège conducteur réglé comme pour moi, j'ai de la place, mais je dois bien vous l'avouer, j'ai pas une place incroyable. Ça passe, mais c'est pas incroyable. Donc si vous avez besoin réellement de beaucoup de place à l'arrière, optez évidemment pour le châssis long. Ici, si je veux aller plus loin dans les réglages, plus loin dans la détente, je vais pouvoir appuyer sur ce petit bouton. C'est accessible ici, c'est accessible ici également. Et en maintenant ce bouton appuyé, j'ai l'assise qui part vers l'avant pour avoir une position vraiment détendue, vraiment business class. Et là, je vais pouvoir étendre les jambes et le siège avant va encore avancer un petit peu et je vais pouvoir vraiment avoir tout l'espace disponible. Alors, c'est moins bien pour la visibilité du conducteur qui, du coup, du côté droit, est plutôt masqué par le siège avant. Mais là, il se relève en plus. Donc, j'ai vraiment pour les pieds toute la place disponible, c'est assez incroyable. Alors vous me direz, oui, mais là l'écran, il est un petit peu loin, du coup c'est difficile d'aller chipoter. C'est la raison pour laquelle vous avez ici une tablette
tablette qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctions MBUX de l'interface. Tout ce que vous retrouvez sur l'écran arrière, vous le retrouvez également sur cette tablette qui se range donc entre les deux sièges. On est vraiment comme un pacha ici à l'arrière. Je peux vous dire que durant cette semaine d'essai, j'ai conduit un de mes enfants à son cours de théâtre et donc j'étais installé ici à l'arrière avec mon ordinateur portable en train de travailler. Bon, ça fait son petit effet, il faut bien le dire, mais c'est surtout extrêmement confortable. On est vraiment dans un petit cocon avec les LED allumés qui créent une petite ambiance. J'avais mis l'éclairage lounge. Alors on aura prochainement l'Audi A8 à l'essai également. On verra là ce que ça donne. Mais voilà, moi mon petit faible pour l'instant c'est clairement cette voiture avec cet intérieur qui mélange habilement le côté classique finalement de Mercedes et le côté moderne avec cette interface MBUX. Ici les réglages, voilà, ils sont là, la technologie elle est là, mais elle n'est pas omniprésente. Elle est bien placée là où il faut. On a accès à tout ce qu'il faut. Et les réglages, ils sont très très nombreux, vous l'aurez compris, mais ce n'est pas envahissant. Donc voilà, on est toujours dans une Mercedes avant tout et on s'y sent vraiment bien. Bienvenue à bord de cette Mercedes classe S en version hybride rechargeable. Alors comme pour la classe C, mais en version x1000, la première impression quand on s'installe au volant de cette Mercedes classe S, c'est waouh! C'est classe et en même temps moderne. C'est évidemment bien fini avec de beaux matériaux à l'exception du piano black entre les sièges avant qui fait vraiment cheap à ce niveau de prix et c'est un petit peu dommage. La nouvelle interface MBUX scindée en deux écrans, un derrière le volant et un autre idéalement positionné au centre du tableau de bord est très convaincante. On l'a vu il y a quelques semaines dans la Mercedes classe C, c'est exactement la même chose ici avec le bras qui se pose naturellement sur la coudoir centrale et donc les touches et ici les touches physiques et les touches au bas de l'écran, les touches tactiles qui sont facilement accessibles. C'est vraiment que du bonheur. D'un point de vue de l'ergonomie, donc rien à dire. Il y a des écrans, mais il y a aussi des boutons pour certaines fonctions. Et dans tous les cas, l'ensemble est hyper bien conçu. Mercedes a pensé aux conducteurs et aux passagers avec pour mission de leur faciliter la vie. Et c'est vraiment réussi. Que pensez-vous de ce tableau de bord et plus globalement de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose, et comme à chaque fois, de décrire le tableau de bord de cette voiture. Tableau de bord de cette voiture recouvert de ronces de noyer à port ouvert. C'est une option évidemment, mais c'est très très beau et ça jure un petit peu du coup à côté avec le piano black qu'on va retrouver entre le conducteur et le passager. Mais voilà, je l'ai dit, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Portière conducteur en partie haute, on a le verrouillage centralisé, la poignée d'ouverture, les réglages et mémoire du siège conducteur et du volant, puisque le volant est électrique. Il y a 3 mémoires disponibles. Vous le voyez, et c'est également le cas du côté passager. On retrouve également les commandes de siège chauffant et ventilé et il est possible de commander le siège passager en appuyant sur le bouton R depuis ici la place conducteur. En partie intermédiaire, toujours sur la portière dans le prolongement de la coudoir, les vitres et rétroviseurs électriques ainsi que le pare-soleil de la vitre arrière et plus haut, les commandes d'éclairage. Juste en dessous, notez la présence d'une des enceintes du système audio Burmeister. Celui installé ici est le système 3D de base, on va dire. En option, pour un petit peu plus de 6 000 € tout de même, vous pouvez vous offrir le système Burmeister 4D à 31 haut-parleurs. C'est assez incroyable. Alors pourquoi 4D? Eh bien parce qu'il vous permet de ressentir physiquement la musique grâce à 8 exciters, comme on dit, positionnés dans les sièges, des vibreurs en fait, qui promettent un massage sonore et des enceintes surround intégrées dans les sièges. Bref, comme disait ma grand-mère, tout ce qu'on fait maintenant. En partie basse, toujours sur la portière, de part et d'autre du vide-poche, on va retrouver l'ouverture de la trappe à carburant à gauche et l'ouverture-fermeture du coffre à droite. À gauche du volant, sur le tableau de bord, le frein de parking. Il s'enclenche de manière automatique en coupant le contact, mais si vous en avez besoin, vous avez besoin de le commander manuellement, eh bien dans certaines circonstances, ça va se passer par ici. Sur le volant à réglage électrique, je l'ai dit, on retrouve à gauche la gestion de l'écran instrument et la gestion du régulateur limiteur de vitesse, et puis à droite, la gestion de l'écran d'infodivertissement, la commande vocale, la touche personnalisable et la touche de gestion du volume et celle du téléphone. Ensuite, des palettes derrière le volant qui vont permettre deux choses, de gérer la récupération d'énergie quand vous êtes en mode électrique, et ce sur plusieurs niveaux, on verra ça sur la route. Possibilité également de passer les vitesses manuellement, on y reviendra là aussi quand on sera sur la route. Les commodos ensuite, c'est du traditionnel, Mercedes en tout cas, à droite avec le sélecteur de vitesse et à gauche avec la gestion de l'appel de phare, les clignotants et la possibilité de commander les essuie-glaces.
Derrière le volant, le premier écran, l'écran instrument de 11,6 pouces qui est donc personnalisable via la partie supérieure du volant. La petite démo, alors c'est très simple, on a cette petite maison, voilà, qui vous permet d'accéder soit à l'affichage que vous pouvez modifier. Là on est sur le classique, on peut passer sur l'exclusif par exemple, voilà, ça modifie également l'affichage de l'écran d'infodivertissement. On peut rappuyer sur le petit bouton et aller appeler autre chose, l'affichage sportif par exemple, l'affichage épuré ou bien à droite, eh bien, la navigation qu'on aura en grand et puis également les assistances, les aides à la conduite et les infos liées à la maintenance. Voilà, moi je suis resté la plupart du temps en mode classique. Si on rappuie, on va voir qu'en partie supérieure, on peut carrément modifier l'affichage de l'affichage tête haute, qui est vraiment une dalle assez importante. Il y a pas mal d'infos dans l'affichage tête haute. Là, vous avez droit par exemple à la réalité augmentée dans l'affichage tête haute, les fonctions standards, hein, les fonctions de base, ou bien l'affichage sportif, l'affichage minimal, pour ceux qui aiment pas trop avoir toutes ces infos affichées dans le champ de vision, et possibilité de désactiver complètement l'affichage tête haute. Moi, j'ai la plupart du temps laissé en réalité augmentée. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne le menu de base, le menu qui permet de sélectionner l'affichage qu'on veut. Ensuite, la partie centrale de l'écran ici, eh bien, elle est customisable, vous le voyez, via ce petit pavé tactile. Alors, c'est pas toujours aussi réactif, que ce soit à gauche ou à droite, c'est pas toujours aussi réactif que des vraies touches physiques, mais globalement, on s'en sort bien. En tout cas, avec un petit peu de pratique, on s'en sort bien, avec donc ce menu vertical qui permet d'activer pas mal de choses. Alors, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, certainement pas, je pense pas, mais en fait, ce menu, il est 3D. Vous voyez qu'il y a un petit 3D ici, au-dessus de l'écran d'infodivertissement. En fait, on a une série de couches, les deux compteurs principaux qui sont plutôt en avant, la partie centrale qui est un peu en arrière. On a l'impression d'avoir un fond qui se trouve encore derrière. Donc, c'est assez perturbant au début, mais finalement, ça apporte évidemment un petit côté classe et très technologique qu'on ne voit nulle part ailleurs. Cet affichage 3D, en fait, c'est 3 dimensions d'affichage, c'est 3 plans successifs sur lesquels on va avoir des informations. C'est assez... Voilà, c'est assez bluffant, pas du tout indispensable et on peut le couper évidemment via le petit bouton dont je vous parlais ici. Donc sur les écrans, l'écran principal, on a évidemment à gauche la vitesse, également ce qui reste dans le réservoir de carburant et à droite la partie plutôt électrique, en tout cas en partie de gauche ici, avec l'énergie consommée, l'énergie récupérée, le compte tours ensuite en partie de droite et en partie inférieure, la jauge pour ce qui est de l'électricité, en l'occurrence ici, la batterie est vide. Voilà donc pour cet écran très complet, écran instrument derrière le volant. Je vous le disais, juste au-dessus, on a droit à un affichage tête haute personnalisable donc, et puis un deuxième écran central d'infodivertissement de 12,8 pouces, particulièrement agréable à utiliser parce que bien grand, réactif, ergonomique. C'est exactement la même disposition, je vous le disais, que dans la nouvelle Mercedes classe C et c'est vraiment une réussite. Moi, j'adore, on y revient dans un instant avec un détail de ce qu'on retrouve dans cet écran. Sous l'écran, on retrouve un bandeau de commandes comprenant de gauche à droite le menu dynamique permettant de choisir un programme de conduite. Alors 5 programmes sont disponibles. Alors parmi les 5 modes de conduite, on a tout d'abord le mode battery hold qui va permettre de maintenir la batterie à son niveau actuel pour une utilisation électrique ultérieure. On a également le mode 100% électrique qui n'est pas disponible actuellement puisque la batterie est vide. On a ensuite le mode hybride qui va vous permettre de laisser à la voiture finalement le choix d'utiliser le moteur électrique et ou le moteur thermique. On a ensuite le mode sport évidemment et puis on a également le mode individuel qui va vous permettre de vous concocter votre mode de conduite à vous. Vous le voyez à chaque fois, vous pouvez agir sur pas mal de choses. On va laisser la voiture en mode hybride. Vous pouvez agir sur la réponse du moteur, la réponse des suspensions parce qu'on a des suspensions pneumatiques dans cette voiture, la réponse au niveau, on l'a vu brièvement, du volant et puis la gestion de l'ESP également. Voilà, tout ça va pouvoir, vous allez pouvoir influencer tout ça. Notamment sur le mode individuel, vous allez pouvoir vous concocter votre mode de conduite bien à vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le menu caméra également. Ici, alors mode caméra qui est toujours évidemment très impressionnant sur les Mercedes, c'est probablement un des meilleurs systèmes disponibles actuellement. Ça c'est le mode caméra automatique. Vous allez pouvoir désactiver ce mode automatique si vous le voulez en touchant l'écran et voilà, vous allez pouvoir voir exactement ce qui se trouve autour de vous. C'est particulièrement intéressant quand on est comme ici sur un chemin, un sentier. On voit pas forcément tout, la voiture est très très grande et vous allez pouvoir visualiser très très bien l'environnement de la voiture et déterminer
si vous pouvez ou non passer. Voilà, on va remettre en mode auto, la voiture se repositionne ainsi sur l'écran. Franchement, c'est assez bluffant, vous pouvez choisir les vues latérales également, voilà, vue latérale à gauche, vue latérale à droite, ou bien de manière assez classique, la vue vers l'avant ou la vue vers l'arrière. Donc c'est vraiment bien. Et alors vous pouvez, comme sur la Mercedes classe C, vous voyez enregistrer la position GPS qui fait que automatiquement à cet endroit, eh bien la caméra va automatiquement s'activer à chaque fois que vous allez passer à cet endroit, parce que la voiture reconnaît évidemment que vous êtes situé au même endroit. Donc ça, c'est les vues de la caméra. On a l'aide au stationnement également, possibilité pour la voiture évidemment de chercher les places de parking, etc. Bon, c'est assez classique, mais je ne suis pas fan de ce genre de système parce que c'est très très lent. Vous le faites de toute façon beaucoup plus vite vous manuellement en tant qu'être humain que la voiture qui prend énormément de précautions, et c'est très bien évidemment, mais du coup c'est très très lent. Voilà, donc ça c'est pour le menu lié aux caméras. On a ensuite le menu EQ qui est le menu spécifique à cette version hybride rechargeable, dans lequel on va pouvoir avoir une foule de paramètres, notamment de déterminer les paramètres de recharge, réglage notamment au niveau de l'heure de départ, qui va vous permettre d'avoir une voiture qui sera prête à temps et à heure. Également la consommation, également les flux d'énergie. C'est là que vous allez pouvoir voir effectivement que tout se trouve à l'avant, et pourtant ce sont les roues arrière qui sont motrices, et on voit la batterie ici qui se trouve dans le plancher du coffre, les réglages liés au véhicule en particulier, les infos moteurs, etc. Bon voilà, vous irez faire un petit tour si vous optez pour cette voiture, mais donc un menu EQ qui est effectivement assez complet. Le menu voiture ensuite avec les réglages de la voiture, les feux de détresse en partie centrale. On a ensuite le capteur digital pour vous identifier, la possibilité d'éteindre l'écran d'infodivertissement, la touche mute et la gestion du volume accessible aussi depuis la place passager. On a un vide-poche ensuite sous un couvercle avec d'une part un emplacement pour la recharge par induction, malheureusement pas très accessible, là en dessous c'est comme dans la Mercedes classe C, 2 prises USB-C, puis un espace de rangement côté conducteur et 2 porte-gobelets à droite. Sous la coudoir centrale, enfin, on a un espace de rangement qui est vraiment pas profond, mais qui comprend 2 prises USB-C supplémentaires. Donc en matière de connectivité, il y a de quoi faire. En partie supérieure, on va s'y intéresser parce qu'il y a pas mal de choses à dire ici aussi. En partie supérieure, eh bien, on a sur le pavé entre les pare-soleil la commande d'ouverture du toit ouvrant, la gestion des éclairages intérieurs au niveau du pavillon, la commande du vélum arrière, et puis les boutons d'appel Mercedes-Me et SOS. Notez enfin que dans la boîte à gants, qui vous le voyez est verrouillable, et bien si vous regardez en partie de gauche, vous allez pouvoir voir qu'il y a un petit récipient. Ce petit récipient, c'est le flacon de parfum d'ambiance qui distille une odeur très agréable, réglable sur 3 niveaux dans l'habitacle. Quelques mots à propos du système d'infodivertissement, l'interface MBUX Mercedes de nouvelle génération. C'est vrai qu'on avait auparavant ces 2 écrans côte à côte, ce que reprend BMW maintenant, avec peut-être une petite guerre de retard. Ces 2 écrans côte à côte, l'inconvénient c'était qu'on devait lever le bras pour aller piloter l'écran en partie supérieure dans le prolongement de l'écran instrument. Ici, on peut vraiment rester avec le bras posé sur la coudoir centrale et piloter quasiment tout l'écran sans devoir lever le coude, et ça c'est plutôt agréable. Alors sur cet écran d'infodivertissement, on va retrouver en partie haute, vous le voyez, 2-3 petites infos de connexion notamment. Ici, le petit 3D de l'affichage 3D de l'écran instrument. Si on descend ici, eh bien, la possibilité sur cette classe S de partager du contenu avec les passagers arrière éventuellement. Possibilité également, voilà, on va revenir en arrière, d'afficher ici ce menu de base avec une présentation succincte de ce qu'on va retrouver en matière de navigation. Les menus ici en partie inférieure qu'on peut faire défiler ici vers la droite. On a donc l'intégration smartphone, donc Apple CarPlay quand il est connecté, la gestion de la partie hybride, c'est-à-dire le menu lié à l'électricité. On en parlait tout à l'heure, c'est le menu EQ en fait qu'on va retrouver ici en dessous. Les réglages, ça correspond à ce qu'on retrouve ici en dessous à la petite voiture, les réglages de la voiture. Les réglages de confort, alors là on va pouvoir se faire plaisir dans cette voiture en particulier avec les fonctions de massage. Il y a énormément de fonctions de massage disponibles pour le conducteur et pour le passager. Les réglages de siège également, qui sont extrêmement nombreux, la cinétique de siège pour le conducteur, le passager, le soutien lombaire, les épaules, les joues latérales. On peut vraiment jouer sur tous les paramètres des sièges. Je ne les appelle pas des sièges, je les appelle des fauteuils dans cette voiture. Les éclairages d'ambiance également, avec une multitude de couleurs. Moi, je suis pour une couleur un peu plus sobre, donc j'ai pris un léger bleu. Et puis alors, le Energizing Comfort, qui vous permet là aussi de plonger dans un univers. Alors, c'est particulièrement vrai quand il fait noir. Vous allez pouvoir plonger dans un univers grâce au changement des
des bandeaux LED et également de l'affichage qui va se mettre à vous proposer voilà, des choses un petit peu zen, voilà, censé en tout cas vous apaiser. Vous en ferez ce que vous voulez. Bon, c'est rigolo une fois pour essayer. Après, on n'utilise pas forcément ça tous les jours. Voilà, donc ça c'est pour ce menu qu'on va retrouver ici, donc le menu confort. Les applications, les médias, possibilité ici d'avoir accessible directement la radio, le téléphone et la navigation. Notez que la navigation, elle est disponible ici, disponible également sur l'écran instrument et que vous allez pouvoir avoir pas mal d'infos et notamment tout ce qui est réalité augmentée. Alors réalité augmentée sur la classe C, on l'a vu, c'était juste ici. On avait les petites flèches qui s'affichaient sur la route avec une projection de la route grâce à la caméra qui se trouve à l'avant. Ici, on va la voir aussi dans l'écran qui se trouve au-dessus du volant, donc l'affichage tête haute, on va le retrouver là-bas aussi et ça c'est bien pratique. Donc on a vraiment une combinaison des deux dans cette voiture. Système qui est très performant évidemment, hein, où aller, voilà, vous avez les dernières destinations, favoris, etc. C'est assez réactif, franchement ça fonctionne vraiment bien. Et puis alors en partie inférieure, on a toujours accessible, vous le voyez, les infos liées à la climatisation, les infos de base, mais vous pouvez rentrer dans le menu climatisation et aller de manière plus spécifique, ne pas vous contenter des réglages automatiques, aller de manière plus spécifique, régler ce qui se passe au niveau de la première rangée, donc ici, ce qui se passe également au niveau de la deuxième rangée, vous le voyez, régler également la qualité de l'air avec ionisation, avec diffusion du parfum dont je vous parlais, par exemple ici, vous avez la qualité de l'air à l'extérieur, gestion des poussières fines, des pollens, réduction des odeurs, etc. Donc c'est vraiment très très poussé en matière de gestion en fait de tout ce qui est qualité de l'air. Alors vous voyez, la qualité de l'air, elle passe à malsaine. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un est en train de brûler des choses à l'extérieur sur une propriété voisine et donc on a effectivement un petit nuage de fumée qui se propage ici sur la zone. On ne le voit pas très, très fort à l'extérieur, mais voilà, vous voyez que la qualité de l'air extérieur est très mauvaise et pourtant la qualité de l'air à l'intérieur reste très très bonne. On est donc bien protégé dans cette voiture. Ensuite, préclimatisation. Possibilité donc d'activer la préclimatisation pour le conducteur, le passager ou les passagers arrière avec modification de l'heure de départ possible, etc., etc. Tout ça pour que la voiture, évidemment, soit prête quand vous en avez besoin. Voilà donc pour les différents menus disponibles dans cette voiture, en plus du bandeau qu'on va retrouver ici en dessous, que je vous ai déjà détaillé tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de réglages et notamment des réglages de confort, bien sûr. On est dans une Mercedes classe S et plus que jamais, plus que tout autre, eh bien, elle va prendre soin de ses occupants et elle le fait vraiment très bien. Pour démarrer, vous pressez sur le bouton à droite du volant et vous positionnez le sélecteur de vitesse via le commode de droite sur D. La voiture va évidemment privilégier le mode 100% électrique, certainement à basse vitesse et plus globalement à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire lorsque le conducteur ne sollicitera pas trop fortement la pédale de droite. Dès les premiers tours de roue, on sent qu'on est à bord d'un vrai paquebot, mais grâce au train arrière directionnel en option dont cette voiture est équipée, eh bien ça passe totalement inaperçu. En milieu urbain, on en reparlera dans un instant. Alors sans surprise, cette classe S 580e s'apprécie d'emblée en conduite cool et invite à profiter du confort et du silence. Le petit détail très satisfaisant, l'étoile Mercedes visible au bout du long capot quand on est au volant, c'est très très classe. Ne parlons pas de siège à bord de cette voiture, mais bien de fauteuil. Le confort, il est juste incroyable. Alors rien qu'en les regardant, avant même de s'y installer, dès qu'on ouvre la portière, eh bien, on se sent déjà chouchouté, accueilli. Les réglages sont évidemment électriques, dans tous les sens. Il y a une infinité de possibilités de réglage, avec la possibilité également d'avoir des sièges, on l'a dit, chauffants, ventilés, massants, ce dont on peut profiter au quotidien. Chacun a son petit coussin ajustable pour un confort optimal, et ça aussi, c'est vraiment bien. Et puis en option, ça aussi on l'a dit, les accoudoirs peuvent être chauffants et franchement au quotidien c'est très très agréable, on est vraiment en business class. Avertisseur de franchissement de ligne actif, régulateur de vitesse adaptatif distronique, détecteur de somnolence, avertisseur d'angle mort, etc., etc., etc. Dans ce temple de la technologie, au service du confort et de la sécurité, tout est possible, mais pas forcément de série évidemment, on est dans une Mercedes. Toutes les aides à la conduite sont bien calibrées, elles ne sont pas envahissantes, donc elles interviennent à bon escient. Encore un bon point, et puis mention spéciale pour la navigation qui permet de la
réalité augmentée, comme sur la Mercedes classe C, ça s'affiche sur l'écran d'infodivertissement, mais également ici dans l'affichage tête haute. Alors c'est plutôt spectaculaire, c'est diablement efficace, mais évidemment loin d'être indispensable. Mention spéciale également pour cette interaction finalement qu'on a avec la voiture quand se déclenche l'avertisseur de franchissement de ligne, plus qu'un simple petit avertissement avec une diode. Non, c'est carrément ici le bandeau LED qui fait tout le tour de l'avant de l'habitacle qui va changer de couleur du côté concerné, donc du côté gauche ou du côté droit en fonction de la ligne de laquelle on se rapproche, et ça aussi c'est vraiment efficace. Conduire une Mercedes classe S, c'est avoir la sensation d'être aux commandes d'un vrai tapis volant. Les irrégularités de la route, les ralentisseurs, les nids de poule, tout ça est gommé par des suspensions pneumatiques qui offrent vraiment un confort magistral. Alors évidemment, en passant en mode sport, vous allez pouvoir relancer ce salon roulant avec encore plus de vigueur et passer les vitesses avec les palettes derrière le volant. Mais très honnêtement, c'est vraiment pas à ça qu'elle se destine. Son truc à elle, c'est de se positionner en reine du confort avec un grand C. Et sur ce point, je peux vous dire qu'elle sera difficile à battre. D'autant plus qu'en bonne propulsion qui se respecte, la malmenée sur route humide avec son couple très généreux, alors route humide ou dégradée, ce ne sera pas forcément rassurant et donc pas forcément plaisant pour les non-initiés. À cela, je conseillerais la version à 4 roues motrices, la version 4MATIC. Le moelleux des suspensions, le watté du confort, il se conjugue parfaitement avec la boîte de vitesse 9 G-tronic qui équipe cette voiture et qui est d'une douceur absolue. Les passages du moteur électrique au moteur thermique et inversement sont parfaitement imperceptibles, tout comme les moments où il travaille de concert, évidemment. En fait, c'est vraiment toute la partie technique dans cette voiture qui sait se faire oublier, certainement en mode 100% électrique, quand le mot silence prend tout son sens. Parlons du bruit justement. En bonne Mercedes qui se respecte, eh bien cette classe S soigne les tympans de ses occupants en leur proposant un silence monacal. C'est particulièrement le cas en mode 100% électrique bien sûr, mais c'est tout aussi vrai lorsque le moteur thermique prend le relais, pour peu que vous n'écrasiez pas l'accélérateur évidemment. Bruit de roulement et merci au vitrage épais de série au passage, les bruits aérodynamiques sont également très bien maîtrisés à bord de cette luxueuse allemande, et ce, jusque dans les moindres détails. Un exemple, il est possible d'opter pour des pneus optimisés avec mousse absorbante anti-bruit. Là, on atteint vraiment des sommets. 12,2 mètres, c'est le diamètre de braquage de la Mercedes classe S par défaut, sauf qu'en option, il est donc possible d'opter pour ce fameux essieu arrière directionnel qui propose soit un angle de 4,5, soit de 10 degrés. Avec l'essieu arrière directionnel de 10 degrés dont cette voiture est donc équipée, le diamètre de braquage chute d'1,90 m. Oui, c'est ma taille. Ainsi équipée, la voiture dodeline de l'arrière dans les virages en ville grâce aux roues arrière qui tournent dans le sens inverse des roues avant. Alors c'est un peu perturbant au début, mais diablement efficace. Sur voie rapide, c'est l'inverse, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant, avec un angle moins important évidemment. C'est un vrai plus en matière de tenue de route et d'agilité, et notamment en conduite plus dynamique. S'il y a un seul vrai point faible à bord de cette voiture, je dirais que c'est celui-là, le freinage. Alors évidemment que cette voiture freine bien, mais là où le bas blesse, c'est plutôt du côté de la sensation au niveau de la pédale. On le sait, sur les voitures qui récupèrent l'énergie, il y a un certain flottement en début de course de pédale de frein, mais dans celle-ci, c'est bien trop important. Quand on veut freiner de manière un petit peu appuyée, il faut aller très loin dans la course de pédale pour obtenir un semblant de freinage convaincant. On se sent vraiment emporté par le poids de la voiture et c'est pas très rassurant. Alors bien sûr, tout est une question d'habitude, mais voilà, ça ne donne pas, en tout cas au premier abord, une impression très positive. C'est donc très spongieux, ça manque de mordant, les freinages d'urgence, c'est pas son truc et ça peut même faire un petit peu peur. En jouant avec les palettes derrière le volant, vous pourrez trouver le mode de récupération d'énergie qui vous convient le mieux. Alors le mode par défaut, c'est évidemment le mode D. Vers la gauche, le D- vous permet de davantage récupérer l'énergie en soulageant la pédale d'accélérateur. Et la voiture, du coup, va ralentir de manière plus importante. A contrario, le D+ à droite, vous permettra de profiter de l'élan avec le principe de la roue libre lorsque vous soulagez l'accélérateur. Le mode D auto, lui, est disponible en maintenant l'une des deux palettes tirées vers vous pendant une bonne seconde. Il vous permettra d'activer le système de récupération automatique qui, en fonction des conditions de circulation, va adapter le ralentissement lorsque vous levez le pied de l'accélérateur. Je suis resté la plupart du temps en mode auto qui s'en sort vraiment bien. La voiture en fait vous aide à adopter une conduite plus anticipative, affichant un petit pied vert sur une pédale pour vous inciter à lever le pied de l'accélérateur, et la voiture vous dit pourquoi. Parce qu'il y a une diminution de la vitesse autorisée en approche, parce qu'il y a une voiture devant vous, ça sert à rien d'accélérer, parce qu'il y a un
d'obstacles également sur la route et là aussi ça ne sert à rien de continuer à accélérer, que ce soit un virage, un carrefour, un rond-point, etc. Au niveau de l'éclairage, cette voiture d'essai est équipée de l'option Digital Light de Mercedes-Benz et le résultat est très convaincant. Chaque phare se compose de plus d'1 million de pixels indépendants qui permettent d'y voir de nuit presque comme en plein jour et en tout cas jusqu'à 650 mètres devant la voiture. Ils sont évidemment adaptatifs, ces phares, pour proposer un éclairage maximal en permanence et ce, sans éblouir les autres usagers, ceux que vous croisez ou ceux que vous suivez. Le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Bref, rien à dire, tout est parfait. Le point qui vous intéresse évidemment, c'est le point consommation et autonomie réelle en 100% électrique de cette voiture, d'autant plus que c'est une voiture qui promet une autonomie théorique en 100% électrique très confortable, à savoir 110 km selon la norme WLTP. Alors avec une telle autonomie, j'aurais pu, comme sur d'autres, comme sur la classe C ou comme dans un autre style, le Toyota RAV4, toutes les deux essayées récemment, j'aurais pu rouler toute la semaine sans jamais réveiller le moteur thermique parce que je travaille à 50 km de chez moi et que je peux recharger chez moi et sur mon lieu de travail. Je ne vais donc pas vous parler de la consommation du moteur thermique durant les 640 km que j'ai parcourus cette semaine. Elle devrait être logiquement de 0 ou à peu près. Si elle ne l'est pas, c'est donc parce que je n'ai volontairement pas rechargé à plusieurs reprises pour pouvoir calculer les consommations batterie vide. Voici donc les chiffres auxquels je suis arrivé. Sachez que la température extérieure cette semaine se situait généralement entre 8 et 13 degrés. Alors, batterie pleine, je suis arrivé à parcourir 80 km en 100% électrique sur autoroute à 120 km/h et un peu plus de 100 km en combinant milieu urbain et national à 70 et 90 km/h. Donc en évitant l'autoroute, c'est vraiment pas mal, c'est même plus que pas mal. La promesse, elle est tenue. À 120 km/h sur autoroute, batterie vide, mais habitacle et batterie réchauffée. Autrement dit, une fois que voilà, on a vidé la batterie sur un long trajet et on poursuit sa route, la voiture est sur sa lancée, l'habitacle est préchauffé, la batterie également. Combien consomme la voiture dans ces conditions-là? Eh bien, je suis arrivé à une consommation moyenne d'essence aux alentours de 8 litres, ce qui est très raisonnable pour une voiture de cette taille avec ce niveau de prestation. Et notez que batterie vide, eh bien, je suis arrivé quand même à parcourir 20% du trajet en 100% électrique. Donc, c'est vraiment pas mal. Elle profite réellement d'une très bonne gestion de l'énergie. Notez qu'en milieu urbain, batterie vide, il est possible de rouler en gardant le moteur éteint durant 50% du trajet, ce qui permet de conserver la consommation, de maintenir la consommation sous les 10 litres au 100, même batterie vide en milieu urbain, ce qui est généralement pas le terrain de jeu privilégié d'un moteur thermique et certainement avec un poids comme celui de cette voiture à tirer. Et pourtant, consommation sous les 10 litres, donc batterie vide en milieu urbain, c'est quand même remarquable. Avant de passer à la conclusion de cet essai, parlons du prix de cette Mercedes classe S hybride rechargeable. C'est évidemment le sujet qui fâche. Elle est disponible en Belgique à partir de 130 801 €, en France à partir de 132 750 €, le tout hors option évidemment. Cet exemplaire d'essai est équipé de 28 000 € d'options, plus de 28 000 € d'options, et elles sont loin d'y être toutes. Alors si vous voulez configurer votre Mercedes classe S hybride rechargeable idéal, rendez-vous sur le site internet de Mercedes et je vous préviens, ça pique aux yeux. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, propose des formules de leasing pour le professionnel et le particulier. Leasing opérationnel, ce sera sans doute le cas pour cette voiture qui, bien sûr, s'adresse aux grands patrons. Voiture de société et leasing opérationnel avec des conditions avantageuses puisque c'est une hybride rechargeable, une voiture électrifiée grâce aux mesures qui sont mises en place en Belgique, en France et ailleurs. Rendez-vous sur le site internet de notre partenaire, c'est arval.be pour découvrir toutes les offres disponibles et certainement demander une offre pour cette voiture hybride rechargeable. Si vous nous suivez depuis l'Hexagone, eh bien des formules existent là-bas aussi sur arval.fr, formules qui sont un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouvez qu'une voiture électrique ou hybride rechargeable c'est encore trop cher, même quand ce n'est pas une voiture de luxe comme celle-ci? Eh bien bonne nouvelle, rendez-vous sur le site internet de notre nouveau partenaire Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures en Europe, avec plus de 80 000 voitures proposées actuellement et disponibles immédiatement. Et puis déjà parmi ces 80 000 voitures, eh bien plus de 5 000 voitures électrifiées. Autoscout24, ce sont aussi des voitures neuves, là aussi disponibles immédiatement. Il y a déjà parmi les 5000 voitures neuves disponibles, plus de 1000 voitures électrifiées disponibles. Rendez-vous donc sur autoscout24.be ou autoscout24.fr pour découvrir l'offre qui est proposée et réaliser de belles économies.
Avec cette version hybride rechargeable de la Mercedes Classe S, le constructeur allemand Mercedes-Benz démontre une fois de plus, s'il le fallait encore, que le spécialiste de la voiture de luxe, c'est bien lui. Extérieurement, cette Classe S en impose naturellement, sans avoir besoin d'en faire des caisses. À l'intérieur, c'est un palace. Le mélange entre classicisme et technologie est parfait, les finitions sont impeccables et le confort est royal. Sur le plan technique, la généreuse autonomie annoncée en 100% électrique se confirme dans la vraie vie et le système qu'on entendra donc moins souvent qu'avant sur cette version hybride rechargeable, eh bien, il remplit parfaitement son rôle, mais avec moins d'appétit grâce à l'électrification. Et puis évidemment, au niveau des taxes, elle sera bien plus avantageuse que les versions non électrifiées, on en parlait il y a quelques instants. Quelques bémols tout de même, la sensation spongieuse produite par la pédale de frein, notamment lors de freinages plus appuyés, qui n'est pas vraiment rassurante, la présence de plastique brillant, de piano black, doit cohabiter avec, sur le tableau de bord, une très belle ronce de noyer à port ouvert qui, elle, est du plus bel effet. Et puis, dans une moindre mesure, la capacité du coffre amputée de 200 litres. Alors, je dis dans une moindre mesure parce que si vous choisissez cette voiture, ce n'est évidemment pas pour la transformer en camion de déménagement. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Rendez-vous la semaine prochaine chez BMW, je vous le disais tout à l'heure, avec l'essai de la BMW iX et ses solutions innovantes. Alors ce ne sera pas la version haut de gamme, la version X-Drive 50 dont il y a pas mal d'essais déjà présents notamment sur YouTube. Ce sera la version d'entrée de gamme, la version X-Drive 40. On verra ce que ça vaut et je vous détaillerai tout ça dans une semaine. Ensuite, d'autres essais tout aussi électrisants, plus accessibles que la BMW iX et celle que j'ai dans le dos, notamment chez Polestar, avec justement la version la plus accessible de la Polestar 2. Alors la Polestar 2, vous le savez, je la connais bien puisque c'est la voiture dans laquelle je roule quand je n'ai pas de voiture d'essai depuis le mois de mai dernier. Moi, c'est la version dual moteur avec deux moteurs donc, un par essieu. Là, ce sera la version single moteur. On verra ce que vaut cette Polestar beaucoup plus accessible. Est-ce toujours une Polestar 2 avec son fameux plaisir de conduire? Bah oui, il n'y a pas que chez BMW qui a du plaisir de conduire. Il y en a aussi chez Polestar et on verra ce que ça donne donc avec cette Polestar 2 à un seul moteur. Ensuite, on retournera chez Mercedes avec la version 100% électrique du Mercedes GLB, à savoir le Mercedes EQB, voiture familiale, 100% électrique donc avec pas mal d'atouts et d'innovation là aussi. Et puis retour dans l'univers de Polestar chez Volvo avec l'essai de la Volvo C40, version coupée du Volvo XC40 et donc 100% électrique. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous voulez devenir membre de Charging Station et en plus de soutenir Charging Station financièrement avec un tout petit montant mensuel, c'est moins d'1 €, eh bien, vous allez pouvoir le faire là aussi en cliquant sur le bouton rejoindre et bénéficier de pas mal d'avantages et notamment de mes conseils, mais également de la possibilité de visionner les essais Charging Station avant tout le monde, à savoir dès qu'ils sont disponibles sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h. Pour toutes ces bonnes raisons donc, abonnez-vous, devenez membre si vous le souhaitez. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à partager les vidéos Charging Station, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine donc avec la BMW iX40. Merci de votre fidélité encore et à bientôt.